Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je remercie l'IFEV de nous avoir invités pour que je puisse vous présenter les derniers travaux que l'on a réalisés dans le cadre d'un projet financé par Performance Bib. Ce projet-là, en fait, a été réalisé en collaboration avec Vitop et donc Patrick Chez et Jean-Claude Vidal de l'INRA. Je tiens à le préciser parce que ça a été vraiment un travail collaboratif dans le cadre de Performance Bib. Et donc, en fait, pourquoi s'intéresser à l'oxygène ? Parce que tout simplement, en fait, le BIB présente des caractéristiques, des avantages et des inconvénients, des différences par rapport à la bouteille. Et c'est pour ça que j'ai bien écrit, c'est un emballage singulier qui ne ressemble qu'à lui-même, en fait. Et donc, en fait, le BIB en fait, donc, présente des avantages et des inconvénients. Et l'oxygène est clairement en fait, un levier pour prolonger la conservation des vins conditionnés en bag-in-box. Donc, tout d'abord, en fait, il diffère de la bouteille parce que, alors qu'une bouteille, en fait, tout simplement, on peut visualiser très rapidement l'espace de tête, donc le dégarni qu'il y a entre le vin et le bouchon, qui au moment du tirage ou même quand la bouteille circule sur le convoyeur après conditionnement, et bien tout simplement, déjà un bag-in-box, lorsqu'il y a un film métallisé, donc la visualisation de l'espace de tête est difficile. Donc c'est déjà un inconvénient pour visualiser rapidement le cône d'air. Et puis une fois qu'il est conditionné en carton, c'est-à-dire très rapidement après tirage, là il est clairement impossible de visualiser cet espace de tête. Ensuite, notamment sur les chaînes automatiques ou même sur les manuels, de par le conditionnement, le bag-in-box est tiré et très rapidement conditionné en carton. Donc il y a un assemblage, enfin du moins un mélange des phases liquides et donc le vin avec l'oxygène qui est très très rapide, contrairement en fait à la bouteille de vin qui est tirée et qui circule gentiment sur le convoyeur. Donc là, dans ces cas-là, les échanges entre l'oxygène de l'espace de tête et le vin sont plus lents. Quand on regarde en fait justement ce ratio espace de tête ou cône d'air, peu importe comment vous l'appelez, par rapport au volume de vin qu'il y a dans la bouteille ou même le bag-in-box, vous comprendrez assez rapidement qu'en fait cet espace de tête sur le bag-in-box peut être critique. Donc si on se positionne par exemple dans le cas d'une bouteille bourguignonne allégée avec par exemple une hauteur de dégarni de 55 mm avec un bouchon de 45, ça nous fait donc un espace de tête d'environ 5 ml, ce qui vaut un ratio par exemple de 0,7%, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un ratio de 0,7 entre le cône d'air ou du moins l'espace de tête par rapport au volume de vin. Quand on continue en fait sur les capsules à vis, donc imaginez-vous dans le cas d'une bouteille par exemple bourguignonne allégée aussi avec donc une hauteur de dégarni de 45 comme le premier cas, où là par contre on capsule, et bien le volume en fait de dégarni est de près de 14-15 ml et on se retrouve avec un ratio R20 de 1,9. Et pour se retrouver en fait dans cette catégorie de à peu près 2% d'espace de ratio, il faut se situer pour un bag-in-box aux alentours de 3 litres avec un cône d'air de 65. Donc je commence à vous parler de cône d'air, mais vous verrez sur vos chaises en fait, on vous a placé un bib cone meter, où là vous avez les correspondances entre la longueur de l'arête, je reviendrai là-dessus, et des volumes. Donc ça vous donne un ordre d'idée des volumes. Donc en se situant avec un volume donc, de cône d'air de 65, à 3 litres vous êtes aux alentours de 2,2 de ratio. Par contre, vous pouvez facilement atteindre 13,3% par exemple dans le cas d'un 3 litres si vous augmentez ce volume d'air, c'est-à-dire vous passez à 400 millilitres d'air. Donc ce problème de cône d'air, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est un problème important et du moins c'est un problème sans vraiment l'être parce que maintenant vous avez des outils de maîtrise. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient effectivement de ce cône d'air et de prendre conscience qu'en fait sur des tout petits volumes en fait de bag-in-box, ça peut être critique. Donc par exemple ici, si on se positionne sur un bag-in-box de 10 litres, donc vous voyez par exemple en abscisse, vous avez les différents contenants que l'on peut
avoir de 1,5 litre à 20 litres. Et en ordonnée, vous avez la concentration en oxygène totale dans le bag-in-box, c'est-à-dire dissous plus gazeux dans le coin d'air. Donc vous avez les valeurs en ordonnée. En bleu, par exemple, je me suis positionnée toujours à la même quantité d'oxygène dissous dans la cuve initiale. En rouge, c'est l'apport au cours du conditionnement. Et en vert, c'est l'oxygène qui est contenu dans l'espace de tête. Et on voit bien qu'en fait, pour un même volume, c'est-à-dire que là, je m'étais positionnée, par exemple, à 65 millilitres, ce qui est assez courant, et bien en proportion, en fait, sur des 20 litres, ça n'aura pas du tout le même impact que sur des 1,5 litre. Donc, si on se positionne dans le cas d'un bib de 10 litres, l'espace de tête représente à peu près les 2/3 de l'oxygène total qu'il y a dans le bag-in-box, alors que si on diminue son volume de vin, on part sur des bibs de 2 litres. Là, l'espace de tête, c'est-à-dire la quantité d'oxygène qu'il y a dans l'espace de tête, peut représenter 90% de l'oxygène total dans le bag-in-box. Donc c'est clairement sur ce point-là qu'il faut travailler. Globalement, en fait, donc, comme je vous disais, l'oxygène, c'est vraiment un levier pour prolonger la conservation des vins. Et en fait, comment vraiment le maîtriser de manière globale, c'est-à-dire sur l'oxygène dissous comme l'oxygène gazeux, au niveau de sa chaîne. Donc il y a 4 points en fait de maîtrise. Donc tout d'abord, le premier point se positionne au niveau de la quantité d'oxygène dissous dans la cuve initiale. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous mettez en place des bonnes pratiques de conditionnement pour limiter les apports au cours de votre tirage, au préalable, si vous partez avec des quantités importantes d'oxygène dissous, vous ne pouvez pas faire de miracle. Donc ça, c'est un point important. Vous aurez beau réduire cet apport d'oxygène au conditionnement, si déjà vous partez à 3, 4 ou 5 mg par litre, vous allez obtenir des valeurs très très importantes. Donc en fait, tout se joue finalement sur la préparation des vins au conditionnement. Si vous, par exemple, dans les 2 jours précédant le conditionnement, vous travaillez beaucoup les vins, vous oxygénez énormément, vous allez avoir des quantités d'oxygène dissous très importantes. Donc, éventuellement, en le sachant, peut-être mettre en place une désoxygénation pour réduire cette quantité en oxygène dissous. Le point important quand même, c'est effectivement faire une mesure d'oxygène dissous. Ça peut être fait, il y a différentes sondes qui le permettent. Mais le point important, c'est aussi, si vous n'êtes pas équipé, de vérifier la stabilité du SO2 dans la cuve. Parce que quelque part, c'est quand même un facteur en fait, de l'histoire oxydative. Donc si vous voyez votre teneur en SO2 chuter, ça témoigne qu'il y a des molécules oxydatives encore qui agissent. Et ça veut dire aussi que vous aurez beau conditionner, derrière, vous allez avoir une chute prématurée du SO2. Donc c'est un point important. Le deuxième point en fait, de maîtrise, c'est tout au long de votre ligne, jusqu'au tirage. Donc tout simplement, appliquer des bonnes pratiques de conditionnement pour réduire les apports d'oxygène. Alors, c'est difficile de mettre en place toutes les bonnes pratiques. Malgré tout, il y a certaines petites astuces qui peuvent être faites sur votre chaîne de conditionnement. Donc notamment, par exemple, limiter les prises d'air. Donc c'est tout simplement être sûr de la qualité des joints, bien vérifier effectivement qu'il n'y ait pas des fuites ou des manches altérées, parce que par exemple tout simplement une manche, et je l'ai déjà vu dans une cave, une manche en fait servait à approvisionner la palette de filtration, et cette manche était bien souvent soumise à un clark, c'est-à-dire que le clark roulait sur la manche, donc la manche était très très abîmée, et en fait il y avait une petite entrée, une petite aspiration d'oxygène, et donc en fait vu que la manche était altérée, ça faisait un effet Venturi, et donc on avait affaire à une très très forte oxygénation en amont de la filtration. Donc c'est dommage. Ensuite, le point important qui est à noter, c'est de porter attention au début et aux fins de cuve, parce qu'en fait, comme vous savez, au début, tout le circuit est vide, donc plein d'air. Donc si effectivement la purge ou du moins les premiers bibs de conditionnement ne sont pas écartés, ça peut effectivement poser problème, parce que les bibs peuvent monter à 6, 7, rien qu'un milligramme par litre d'oxygène dissous. Donc ça, c'est un point important. Et la gestion des fins de cuve. Alors certains écartent les derniers hectos, certains écartent les derniers bibs. Quoi qu'il en soit, il faut être conscient que les bibs du début et de la fin
peuvent avoir des teneurs 2 fois supérieures à ce que l'on peut observer en cours de conditionnement. Ce qui veut dire que ces bibes-là auront certainement un avenir, positif ou négatif, mais du moins il sera différent de ce que l'on peut avoir en cœur de tirage. Voilà. Enfin, une petite astuce aussi, mais je pense que vous la connaissez déjà, c'est le réajustement en fait de la table de tirage, parce que tout simplement, quand vous avez votre robinet qui est, excusez-moi l'expression, enquillé dans les morts, si la table de tirage est trop basse par rapport aux morts, vous allez augmenter votre espace de tête et de fait la quantité d'oxygène total qu'il y a dans le bib. Donc en remontant un petit peu, mais en faisant effectivement bien attention que le vin ne souille pas la poche, vous pouvez facilement réduire le volume de l'espace de tête et de fait avoir un impact très très significatif sur la quantité d'oxygène totale. Tout simplement, par exemple, si vous regardez sur le Bibcon Meter, en passant par exemple d'une arête de 8 cm à par exemple à 4 cm, vous réduisez par 10 le volume du cône et de fait la quantité d'oxygène gazeux. Enfin, si vous pouvez, effectivement, c'est bien vérifier la qualité de la tête de remplissage et en cas, inerter si besoin le goulot. Voilà. Le dernier point, au niveau du bag-in-box, donc une fois qu'on a balayé la cuve initiale, maîtriser complètement son oxygène au cours de sa chaîne de tirage, ce qui peut être intéressant au niveau du conditionnement, une fois le bib conditionné, c'est de quantifier cet apport d'oxygène, quantifier la totalité de l'oxygène qu'il y a dans le bib, c'est-à-dire l'oxygène qui est dissous, mais aussi l'oxygène qui est dans l'espace de tête. Et le point très très important, c'est d'être capable de s'évaluer et de se comparer. C'est-à-dire que si vous mettez en place des nouvelles pratiques, il faut refaire des mesures. Et le point important aussi, c'est de toujours appliquer le même protocole de mesure d'un conditionnement à l'autre ou d'une mesure à l'autre. Donc si vous avez besoin d'aide là-dessus, vous avez sur le site de Performance Bib ou de l'Institut Rodinien la présentation que l'on a fait à la veille de Vinitech, qui présente justement comment réaliser des mesures d'oxygène sur le bag-in-box. Donc au niveau du bag-in-box, comme je vous disais, en fait, vous avez la possibilité de chiffrer vos performances, chiffrer la quantité d'oxygène totale dans le bag-in-box. À l'heure actuelle, pour simplifier les choses, en termes de méthode d'analyse de l'oxygène direct in situ, vous avez soit la catégorie des techniques optiques, donc type Presens, Nomasens, Aclinge, etc. Donc là, l'idée, en fait, c'est, grosso modo, de coller une pastille à l'intérieur d'un robinet. Et donc ce robinet-là, en fait, peut être très rapidement inséré peut être facilement inséré à l'intérieur du goulot. Et si vous avez des chaînes automatiques, vous remplacez le robinet par ce robinet transparent, par exemple. Et donc, une fois que le bib est tiré, vous le récupérez et vous faites la mesure quasiment immédiatement. Si c'est une chaîne manuelle, c'est encore plus facile de remplacer le robinet. Donc l'idée, c'est qu'en fait, une fois que le bib est tiré, vous le récupérez très rapidement, sans trop l'homogénéiser, et vous pouvez faire les mesures d'oxygène dissous et gazeux. Sur les technologies, donc là, ça fonctionne par électroluminescence. Sur les technologies électrochimiques, là, il faut une circulation du vin dans l'oxymètre pour pouvoir avoir une mesure. Mais globalement, pour avoir comparisé les techniques, on a des très bons résultats. Ce qui compte, c'est les précautions que l'on prend de calibration et de méthodologie pour faire les mesures. Donc une fois qu'on a effectivement mesuré cet oxygène dissous et gazeux, on peut aussi donc mesurer, et il le faut, c'est essentiel pour mesurer la quantité d'oxygène total qu'il y a dans le bib, contrôler aussi le volume du cône d'air. Donc je reviens en fait à cet élément-là. Donc en fait, il suffit de faire remonter délicatement le bib, positionner en fait le Bibcon Meter sur le cône d'air et mesurer en fait la longueur de l'arête. Et vous avez tout de suite l'équivalence en termes de volume d'espace de tête. Et alors c'est important en fait, je trouve cet outil intéressant parce que même si vous n'êtes pas équipé d'un oxymètre, vous pouvez déjà contrôler l'hétérogénéité et l'homogénéité de votre tirage. Si effectivement en début de tirage, le volume de l'arête ou même la longueur de l'arête est de 10 cm, ça vous fait 237 millilitres.
de cône d'air. Et qu'en cœur de tirage, vous êtes à 5 cm, on est à 33. Donc voilà, on voit très rapidement l'homogénéité de son tirage, donc c'est déjà un point important. Foncièrement, effectivement, si vous tendez à réduire la longueur de l'arête et donc le volume du cône, hein, vous tendez fortement à réduire la quantité d'oxygène. Et de fait, si vous faites des modifications sur votre process, c'est un outil qui permet de valider ou écarter les modifications. D'une manière générale, en fait, moins de 5 cm, donc là c'était des préconisations performance BIB, une longueur d'arête de moins de 5 cm, c'est très bien. Au-delà de 7, 8, on commence à rentrer dans une zone critique, sauf si on inerte. Donc réduire en fait le volume du cône d'air, ça a une très très forte importance. Donc ici, vous voyez un graphique qui présente donc, en abscisse la longueur de l'arête du cône, de 3 à 8 cm, et en ordonnée, la concentration d'oxygène dans l'espace de tête en conséquence. Alors, si vous positionnez, par exemple, sur la longueur de l'arête de 6 cm, vous voyez bien que si vous remontez le graphique, tout simplement à la verticale, si vous positionnez en fait à 5% sur la courbe 5% d'oxygène, vous êtes aux alentours de 1,5 mg par litre. C'est très très bien. Par contre, si vous remontez sur la courbe de 20% pour une longueur d'arête de 6 cm, vous vous positionnez aux alentours de 5 mg par litre. Donc vous voyez déjà foncièrement qu'en fonction de la qualité de l'inertage, s'il y en a un, ou même si vous n'en faites pas, en fonction du pourcentage d'oxygène, vous allez avoir des quantités d'oxygène complètement différentes. Oxygène en milligrammes par litre. Ensuite, vous vous dites, bon, ok, moi je sais que ma chaîne, elle apporte 15% d'oxygène, j'ai 15% d'oxygène dans mon espace de tête, mais ok, je cherche à le diminuer. Qu'est-ce que foncièrement ça va changer? Bien, si on se positionne dans le cas où on a 15% d'oxygène, ce qui est très courant quand on n'inerte pas, on va passer du point 1, par exemple, au point 2. Donc tout simplement en passant de 8 cm de longueur d'arête à 6 cm, eh bien, on passe de 8,5 mg par litre à moins de 4. Voilà. Donc tout simplement réduisant de 2 cm son cône d'air. Voilà. Donc c'est vraiment un outil important pour la conservation des vins en bib. Donc tout ceci, en fait, une fois que vous avez identifié ces points-là, que vous avez cherché à les maîtriser, l'idée, en fait, c'est de passer du cas, en fait, où on peut avoir des grandes quantités d'oxygène. Donc là, par exemple, c'est un exemple où je vous ai présenté 8 caves, enfin, c'est 8 résultats que j'ai pu obtenir, 8 profils dans différentes caves que j'ai visitées, où, en fait, dans certaines caves, on était plutôt de l'ordre de 14 mg par litre d'oxygène total dans le bag-in-box, alors que pour certains, justement, qui ont réduit cet espace de tête, donc qui ont réussi en fait à maîtriser le volume d'air, ils sont passés assez rapidement sur la zone de la haute excellence, le cas 1, 2 ou 3, où on atteint des valeurs inférieures à 4 mg par litre. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie pour cette présentation très, très technique, des outils pratiques. Moi, j'ai une première question à chaud. Est-ce qu'on a un premier taux de retour l'utilisation du code meter dans les caves pour les utilisateurs? Ça fait 1 an que c'est lancé. Quels sont les premiers retours d'expérience? Alors en fait, c'est vrai qu'à ma grande surprise, ça a pris de suite. Alors peut-être parce que tout simplement, c'est un outil très simple d'utilisation. Et ça a pris de suite parce qu'en fait, finalement, il existait des réglettes pour les bouteilles. Et puis là, c'était peut-être un outil manquant. Et clairement, en fait, quand on donne des valeurs chiffrées de volume, on se rend vite compte d'avoir 200 ml de cône d'air sur un bib de 2 litres. Foncièrement, on se rend très très rapidement compte que c'est critique. Et en fait, effectivement, j'ai 2-3 demandes par semaine pour des bib cône meter. Donc, je pense que ça a pris. Voilà. Merci. Jen. I think the work you're doing is fantastic.
Okay. I think the work that you've been doing is really interesting. Formidable, c'est un travail formidable, très intéressant. Alors, selon vous, dans votre expérience, est-ce que l'utilisation de l'azote injecté dans le robinet et l'évacuation, le flushing, comme on dit, sur le sac, est-ce que ça impacte, est-ce que ça influe sur le cône d'air ou pas? Alors, en fait, c'est vrai que sur les derniers mois, on a fait pas mal de mesures et je dirais, on voit de tout. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à réduire foncièrement la quantité d'oxygène, donc en pourcentage, puisque là, les dernières mesures que j'ai faites il y a 3 semaines, on atteignait des valeurs de 5-6%. Donc, déjà, on peut facilement diminuer par 3 ou 4 la quantité d'oxygène gazeux. Donc, c'est déjà un bon point. Par contre, effectivement, il y a certaines technologies qui jouent plus sur la pression d'injection et qui, en fait, augmentent un petit peu le cône d'air. Voilà. Alors là, après, c'est un calcul, vu que, comme je vous ai dit, c'est le volume d'air fois le pourcentage gazeux. Pour simplifier, on a beau diminuer effectivement ce pourcentage gazeux-là, si on augmente de trop le volume, ça peut poser un problème. Pour autant, il y a d'autres technologies qui travaillent très bien, puisqu'effectivement, on abaisse foncièrement le pourcentage d'oxygène gazeux. Mais en parallèle, étant donné que les volumes de cône d'air sont très petits, on a des très, très, très bons résultats. Voilà. Notamment le cas, par exemple, 1 ou 2, c'était ce cas-là. Vous avez des questions? Il y a une question au fond, oui, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Sophie, toi, tu préconiserais plutôt une injection d'inertage, un inertage ou une réduction du cône? En priorité, la réduction du cône. Réduction du cône en priorité, et après l'inertage. Ça doit être effectivement la priorité. Si effectivement, c'est un conseil général. La priorité, c'est la réduction du cône d'air. Après, si en plus on peut inerter, c'est la cerise sur le gâteau, c'est génial. Merci. Oui, il y a une question au fond avant et ensuite Michael Angèle. Bonjour, Daniel Pavin. Juste l'impact du gaz carbonique, des teneurs en CO2 là, sur les vins par rapport à l'oxygène. Est-ce qu'il y a un impact et puis à quelle teneur il faudrait se situer et est-ce que ça a un intérêt de travailler aussi là-dessus? Alors justement tout à l'heure quand je vous présentais je me permets hop, je vais pas y arriver, bon, c'est pas grave. Tout à l'heure en fait quand je présentais les courbes à 20%, 15%, jusqu'à 0%, je vous ai dit que souvent on se situait à 15% d'oxygène dans le cône d'air. C'est parce qu'en fait, naturellement, en fait, et ça, à la limite, je présente mes travaux cet après-midi sur le CO2 et l'oxygène, mais pas dans le bib. En fait, naturellement, un vin, quand on le transfère, il se décarbonique. Voilà. Donc on est très rarement à 21% dans l'oxygène gazeux. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une décarbonication du vin. Après, la gestion justement de ce CO2-là au conditionnement, ça sera certainement un des axes de travail sur lequel on va travailler avec Performance Bib, parce qu'il faut trouver le bon compromis entre bénéficier en fait de cet inertage un petit peu naturel du vin en travaillant avec des quantités de CO2 souhaitables et organoleptiquement aussi souhaitables, mais en parallèle, il ne faut pas travailler trop haut pour ne pas avoir des problèmes après de ballon de rugby, quoi. Donc ça sera certainement pour l'année prochaine. Oui, il y a un micro devant, il y a une question là, s'il vous plaît. Merci, bravo Sophie. C'est un outil que je trouve extrêmement pratique. J'ai entendu les deux références, 5 cm, on travaille bien, c'est recommandé, 7 cm critique. Y a-t-il un minimum que l'on peut atteindre, mais qui est inhérent au bib lui-même? Un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Alors, en fait, et quel est-il? Par contre, s'il y a des personnes dans la salle qui veulent 5 intervenir cm, aussi, faut pas 4, hésiter. 3, 2, 1, ouais. Où peut-on aller? Moi, effectivement, dans les mesures que j'ai réalisées, j'ai pu descendre jusqu'à 3,5. Voilà. Parce que le problème, c'est que quand on conditionne, effectivement, si on remonte trop la table, quand on va tirer, ça va souiller la poche.
Voilà, alors ça dépend des technologies. Après, peut-être qu'en réduisant effectivement la hauteur de robinet, on peut peut-être gagner un petit peu, mais globalement quand même, je pense qu'il faut peut-être se garder une petite marge de manœuvre, voilà, par rapport aussi aux variations de température. Il y a peut-être une marge de manœuvre à garder. Foncièrement, moi, j'ai jamais vu de tirage à 2 cm. Si quelqu'un dans la salle l'a déjà vu, peut-être Jean-Claude, mais moi, je suis jamais descendu en dessous de 3,5, 4. Voilà. Any comment? Une dernière intervention avant la pause? Oui, monsieur. Oui, moi je voulais savoir s'il y avait eu des moyens ou alors s'il y avait des études qui avaient été faites sur la perméabilité des poches elles-mêmes en fait. Parce que là on mesure l'oxygène qu'on apporte initialement au tirage, mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites voilà, pour caractériser les différentes poches, les différents contenants sur la quantité d'oxygène qu'ils vont apporter au vin pendant la conservation en fait? Alors ça c'est une bonne question en fait. Parce qu'effectivement, je crois que Valérie, Florence en parleront tout à l'heure. Effectivement, c'est un point important. Je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui vont commencer à s'interroger là-dessus. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, les études de perméabilité se font plus partie par partie, c'est-à-dire la poche, le robinet, enfin individualisé. Je pense qu'effectivement, c'est important de travailler dans la globalité du BIB. Et il y aura certainement, je crois que l'ICV, vous en faites un petit peu, il me semble, des études, mais il y a un travail à faire là-dessus de toute façon, quoi. Sophie nous parle du début du processus. Donc, c'est vraiment un élément clé par rapport à la durée de conservation. Après, il s'agit de votre question, comment la poche protège le produit. Et on a quelques infos sur le site web de Performance BIB par rapport à des tests et les changements en termes de contenu dans le pack pour illustrer la performance de la barrière et le changement de température. Voilà, donc il y a pas mal d'informations là-dessus sur notre site web et puis j'aimerais bien vous en parler plus tout à l'heure. Si vous le souhaitez, venez me voir. Mais la performance en termes de barrière de la poche et du pack dans sa globalité sera bien sûr impactée par la température. Et vous allez voir un impact pour chaque demi-degré. Si vous êtes à 15, après vous expédiez, votre bag-in-box va rester dans une zone chaude, vous allez diminuer à moitié la quantité de gaz qui va se retrouver dans le contenu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Performance BIB va travailler. Le groupe de travail de Sophie va nous aider à travailler sur la durée de conservation suite à l'ouverture du bag-in-box. Donc, ça va faire partie de notre programme de recherche avec l'impact des différents matériaux, etc.